Donc en gros, vous ratez les potentiels futures pépites et vous récupérez le fond du panier. Donc, moi, c'est pour ça que je n'aime pas cet indice-là, parce que je considère qu'on a tout l'inverse de l'avantage de l'ETF. Comme dans un championnat de foot, on a la Ligue 1 et la Ligue 2. On va dire le S&P 500, ça va être la Ligue 1. Quand il y a les 3 relégables qui sont les plus mauvais de l'année, de la saison, ils vont passer en Ligue 2. Et à l'inverse, les 3 meilleurs de la Ligue 2 vont passer en Ligue 1. C'est le même concept. Le S&P 500, c'est la Ligue 1 et le Russell 2000, c'est un petit peu la Ligue 2. Bienvenue dans cette nouvelle analyse de patrimoine. Cette semaine, on va aller voir un conducteur de train qui a une trentaine d'années, qui veut être libre financièrement dans 10 ans, comme je pense beaucoup d'entre vous. Et on va aller voir ce qu'il peut améliorer, comment il peut atteindre cet objectif et qu'est-ce qui peut être optimisé dans son patrimoine. C'est parti. Donc je vais commencer par vous lire un petit peu le mail qu'il m'a dit, parce que ça donne beaucoup d'éléments de contexte. Il m'a donné pas mal d'éléments. Grosso modo, alors déjà, il m'a dans les oreilles au travail depuis mon budget zen, donc big up à toi, ça fait plaisir. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire ceux qui sont là depuis le début, depuis mon budget zen, donc depuis 4 ans ou un petit peu moins, mais si tu connais mon budget zen, c'est-à-dire que tu me suis au moins depuis 2 ans, donc déjà un grand merci à vous. Mettez-moi en commentaire, ça me permettrait d'avoir une idée des gens qui viennent de me découvrir ou qui sont là depuis longtemps. Et en couple, ils conçoivent l'investissement ensemble. Il me dit clairement qu'il est beaucoup plus impliqué que sa conjointe dans la gestion du patrimoine, mais il veut clairement la faire investir aussi, parce que voilà, il voit la vision du couple, et ça je comprends tout à fait, je suis dans la même période avec ma conjointe. Il a un emploi qui gagne bien, mais il sait qu'il peut s'arrêter rapidement, parce qu'en fait il est conducteur de train, donc il peut avoir un problème de santé ou un échec à un examen périodique. Il a toujours été un écureuil névrosé pour assurer l'avenir. Donc il a construit une maison qui fait aujourd'hui 400 000 euros, et il faisait régulièrement des remboursements anticipés, et il lui reste aujourd'hui 82 000 euros d'emprunt à rembourser. Et il y a 3 ans, il découvre le mouvement FIRE, donc que je salue aussi, que je suis, que j'apprécie. Il a enfin rencontré des gens qui sont investisseurs et qui ont son état d'esprit. Il s'est formé à l'investissement. Donc il a compris que finalement, tout l'intérêt de l'IMO, c'était de faire de l'effet de levier et pas de faire des remboursements anticipés et d'utiliser son cash pour aller diversifier et aller chercher du rendement ailleurs. Et donc, ce qu'il fait, parce que du coup, maintenant, il achète des actifs pour développer son patrimoine. Donc, ils sont jeunes, ils ont un patrimoine agressif et ils utilisent la règle du 110 moins âge pour avoir une partie en rendement et reste en sécuritaire. Donc, je rappelle un peu ce que c'est. Grosso modo, c'est en fonction de ton âge. Enfin, pour faire simple, généralement, ton âge, c'est la proportion de sécurité que tu as dans ton patrimoine. Donc, par exemple, si tu as 30 ans, on va considérer que tu mets 30% de ton patrimoine en safe et 70% en actif à risque. Si tu as 50 ans, ce sera plutôt 50 à risque, 50% en safe. Voilà, grosso modo, c'est un peu l'idée de la philosophie. Il a perdu au début de ses invests 200 euros avec Orpea en souhaitant rattraper le couteau qui tombe, et ça a été son meilleur investissement car depuis, il ne fait plus que de l'ETF. Et je pense que c'est effectivement un des meilleurs apprentissages, c'est de faire des conneries. Je t'invite d'ailleurs à faire des conneries, parce que avec des petites sommes, bien évidemment, mais c'est en faisant des choses comme ça que finalement ça sert de leçon, et c'est là où on commence à s'éduquer, à comprendre, et on commence à avoir des stratégies vraiment concrètes, pertinentes quand on fait des conneries. Donc raison pour laquelle je te dis pas d'aller acheter n'importe quoi, mais souvent en faisant des bêtises, c'est là où on fait les meilleures erreurs, que ce soit en immobilier ou même en bourse. Donc son objectif, c'est d'avoir 1 million de patrimoine à 40 ans. Il me dit que c'est déjà cool, mais que ça suffirait que la maison est payée, donc à environ 400 000 euros, et qu'il y a 600 000 euros, qui garantissent 2 000 euros par mois de revenus passifs. Donc son objectif de liberté financière, c'est ce qu'on va voir en fin d'épisode. On va calculer concrètement avec 600 000 euros qu'est-ce qu'il peut avoir en revenus passifs, et aujourd'hui, en fait, avec son épargne, est-ce qu'il peut vraiment l'atteindre ou pas? On va voir ça en fin d'épisode. Donc il me demande s'il est en bonne voie, s'il voit des erreurs et des possibilités d'amélioration. Donc c'est parti, on passe sur son analyse de patrimoine concrète. Je repasse rapidement sur sa situation. Donc voilà, il s'appelle Jean-Michel DCA. Alors c'est lui qui m'a suggéré le pseudo et je trouvais ça assez marrant, donc je lui ai repris ici. Il est conducteur de train frontalier, sa femme est auto-entrepreneuse, il a 31 ans. Très important, il a 30% de TMI, donc ça va être intéressant pour la suite. Ils ont 3 enfants, alors félicitations, parce que moi déjà avec 2, j'en chie, donc félicitations à toi pour les 3 enfants, et j'espère que les nuits se passent bien. Une horizon de temps de 20 ans, il gagne 6 500 euros de revenus nets et 2 000 euros pour madame. Il a une épargne de précaution de 15 000 euros et une capacité d'épargne mensuelle de 3 700 euros, donc 3 200 pour lui et 500 pour madame. On va pas se mentir, c'est des revenus élevés, donc félicitations à toi, mais ça lui permet du coup d'avoir
une capacité d'épargne mensuelle aussi élevée. Donc ça prouve qu'il ne fait pas partie des gens qui gagnent beaucoup et qui claquent tout. Il est quand même consciencieux et il arrive à épargner quasiment 50% de son salaire. Donc c'est clairement un énorme plus pour atteindre la liberté financière et c'est même, on va dire, peut-être la façon qui va lui permettre de l'atteindre rapidement sans avoir besoin de faire d'immobilier locatif et donc du coup d'avoir du temps, de l'énergie et du stress avec ça. Donc on va voir concrètement s'il peut y arriver en fin d'épisode. Donc on va voir déjà son patrimoine global, comment il est alloué. Donc avec la RP, il a à peu près 72% en IMO, 24% en bourse. Donc en termes, donc pour ceux qui sont sur le podcast, hein, je lis les chiffres, il a à peu près 450 000 euros de patrimoine net, avec 326 000 euros d'IMO, 110 000 euros de bourse, 1500 euros de sécurisé et 15 000 euros en exotique. Donc on va voir la partie sans RP parce que c'est clairement ça qui va nous permettre de voir ce qu'il va pouvoir générer en revenu passif. Donc il a, du coup ça change complètement tout, il a plus, entre guillemets, plus que 7% d'IMO, 80% de bourse, 12% d'exotique et 1% de sécurisé. Donc c'est la raison pour laquelle dans mon tableau, je mets toujours une partie sans RP, parce que la RP, c'est ton patrimoine net, c'est vrai, alors bien sûr hors crédit, mais quand tu vises la liberté financière, quand tu vises le fait de générer des revenus passifs, la RP ne te rapportera pas de revenus passifs, parce que c'est ton logement, à moins que tu aies une partie que tu loues, et c'est d'ailleurs ce que moi je vais faire avec du coup la série J'achète une RP rentable, que je t'invite à écouter ou à suivre, hein, parce que je partage tout mon parcours sur mon nouveau projet immobilier, mais bref. Donc du coup c'est là où c'est intéressant de voir que finalement, le patrimoine qui va lui permettre d'être libre financièrement aujourd'hui, il est quand même assez déséquilibré. Il a 80% en bourse et 12% d'exotique et 7% en IMO. Donc, je dirais déjà première chose, peut-être rééquilibrer un petit peu pour diversifier un petit peu mieux. Alors, il a un profil très agressif, très bien, il est tout en bourse, mais si les marchés se comportent mal, ça pourrait peut-être le pénaliser dans les 10 ans à venir voilà, pour atteindre sa liberté financière. Donc ça, c'est la première remarque que je fais quand je dézoome, c'est que je me dis qu'il est très exposé à la bourse. Quand on tient compte de sa RP, c'est plutôt correct, hein, il a 70% d'IMO, 24% de bourse, mais quand on pense hors RP, on voit qu'il est ultra exposé. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'analyse de son patrimoine boursier qui est très intéressant. Alors, il est que en ETF, il n'a pas de stock picking et honnêtement, ça fait partie des rares que j'analyse où je vois quasiment un 100 votes, enfin que je vois vraiment, je dirais peut-être un 19 sur 20. Il y a peut-être 2 petites optimisations. Il y a un truc que j'aime pas et que je vais te décrire. Mais grosso modo, je trouve que la répartition est vraiment super intéressante. Déjà, il a distingué le PEA de Madame et de lui. Je trouve ça très intéressant aussi parce que moi, j'avais fait cette erreur-là au début d'avoir nos 2 PEA où je mixais les 2 stratégies et c'était un bordel monstre. On a fini par tout changer et reséparer nos stratégies, ce qui a fait que moi, voilà, sur mon PEA, en fait, j'ai pas la performance que j'aurais dû avoir parce que j'ai dû repartir à zéro de ma stratégie, mais bref. Pour le PEA de Madame, il a fait un ETF monde simple, il a pris l'ETF monde de iShares, qui est du coup un ETF monde récent, qui a moins de frais que l'ETF d'Amundi, donc à 0,25% contre 0,38% de l'ETF d'Amundi. Donc je pense vraiment à un super combo voilà, pour avoir une stratégie passive qui, d'après ce qu'il a écrit, Madame s'intéresse un peu moins à l'investissement. Donc je pense que de choisir un ETF monde pour elle est vraiment parfait parce qu'il y a vraiment zéro gestion à faire à part ton DCA, parce que du coup c'est diversifié géographiquement, sectoriellement, dans le monde entier. Donc, je pense que c'est un très bon choix pour vraiment être ultra passif. Ensuite, je vois que pour lui, il a du coup essayé de reconstruire son ETF monde. Il a essayé d'aller un petit peu plus loin pour optimiser les frais et la performance. Donc, on voit qu'il est parti sur un ETF S&P 500 hedgé. Alors, j'ai bien aimé ça parce que du coup, ça change un peu de l'ordinaire et ça me permet aussi d'en parler un petit peu. L'ETF hedgé, ça veut dire qu'en fait, il se couvre contre le risque de change. C'est-à-dire que le S&P 500, donc je le rappelle, c'est les 500 plus grosses boîtes américaines, et donc du coup elles sont en dollars parce que c'est aux États-Unis. Et quand on investit via notre PE, on investit en euros sur des boîtes qui sont en dollars. C'est-à-dire que si l'euro perd de la valeur par rapport au dollar, du coup on aura une performance moindre. Donc le fait d'être hedgé, ça permet d'être couvert contre les risques de change. C'est-à-dire que c'est le gestionnaire d'ETF qui va du coup faire tampon et du coup rééquilibrer pour avoir pour, on va dire, supprimer le risque de change. Donc ça peut être intéressant, c'est un risque supplémentaire sur lequel tu es couvert. Après, le corollaire, c'est que généralement, les ETF hedgés sont plus chers en frais. Il a été prouvé, d'après le track record, que généralement, le surplus de frais que tu payes via un hedgé ne compense pas le risque de change. Alors, bien sûr, ça a été dans le passé, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que demain, l'euro va s'effondrer et que tu me donneras tort et que finalement, ça aurait été une très bonne chose d'être couvert contre les risques de change. Après, il y a toujours un risque sur le change dont on n'a aucune vision, on n'a aucune idée, hein, c'est un pari sur l'avenir.
Et l'autre chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que sur cet ETF-là, alors je suis allé le regoogler un petit peu. À l'époque, il était à 0,25 et là, je suis allé voir qu'il est à 0,15 maintenant. Donc, je pars du principe que, je pense, hein, que quand Amundi a changé tous ses ETF, je pense qu'ils ont baissé les frais sur celui-là. C'est une supposition, je n'en suis pas sûr. Donc, si c'est le cas, il est à 0,15. Bah, du coup, mon argument de payer plus cher pour avoir un risque de change qui n'est pas forcément justifié ne tient plus. Donc, à vérifier. J'ai pas le code ISIN sur son ETF là, mais s'il a bien les mêmes frais qu'un autre ETF S&P 500, mon argument de dire c'est plus cher, il ne tient pas. Donc, du coup, ce serait plutôt un bon choix de le faire. Le seul petit inconvénient que je vois sur cet ETF, si c'est bien celui que j'ai vu, c'est qu'il est assez peu capitalisé. Donc, ça pourrait être un inconvénient s'il est absorbé un jour. Ensuite, on voit qu'il a pris un ETF Eurostoxx 600. Donc je rappelle, hein, le Stoxx 600, alors on a toujours tendance à dire Eurostoxx 600, mais en réalité, c'est le Stoxx 600. En fait, c'est un indice donc, qui suit les 600 plus grosses boîtes européennes, mais pas que de la zone Union européenne. Donc ça va suivre aussi les boîtes qui sont au Royaume-Uni et en Suisse notamment. Alors les autres aussi, hein, mais les plus importantes qui ne sont pas dans l'Union européenne, ce sont le Royaume-Uni et la Suisse. Donc on va dire très très diversifié, plus diversifié que l'Union européenne. Donc j'ai envie de dire très bon choix pour compléter un ETF S&P 500. Ensuite, il suit un indice japonais pour suivre l'économie japonaise. Donc ça, je pense que c'est une question de conviction ou tout simplement pour reproduire les zones géographiques qui sont dans l'ETF Monde. Et il a complété avec un ETF pays émergent qui me paraît aussi pertinent parce que dans l'ETF Monde, pour le coup, on n'a pas les pays émergents et là, il permet du coup d'aller plus loin qu'un ETF Monde et aller compléter avec les pays émergents qui d'ailleurs, en ce moment, performent plutôt bien, ce qui change depuis les dernières années. Ensuite, il a mis un ETF sur lequel je ne suis pas très fan et c'est la seule peut-être axe d'amélioration que j'aurai. Alors, en termes de diversification, je trouve que c'est intelligent parce que, donc, du coup, le Russell 2000, j'explique rapidement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un indice qui va suivre donc les small cap US. Donc, grosso modo, c'est l'indice qui va suivre les entreprises de la 1000e capitalisation à la 2000e capitalisation. Donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est les small cap US. Mais je ne l'aime pas. Pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle, un des avantages des ETF, c'est la fameuse fonction autodétruisante. Donc, je la rappelle ce que c'est que, en gros, quand on est sur un S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes américaines, quand on a une boîte qui performe mal, qui a des mauvaises performances, qui va faire faillite ou que sais-je, elle est sortie de l'indice. Donc, en gros, on enlève le mauvais élève et on va récupérer une boîte qui performe bien, qui va rentrer dans l'indice. Donc, on garde que les meilleurs élèves. Et du coup, avec un ETF Russell 2000 qui va suivre les entreprises de la 1000e à la 2000e, on fait tout l'inverse finalement. On va récupérer le fond du panier, c'est-à-dire les entreprises qui sortent du top 1000, on va les récupérer dans l'indice. Donc, elle peut continuer à descendre. Vous savez, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Et là, du coup, vous avez potentiellement des couteaux qui tombent dans votre indice Russell 2000. Et à contrario, quand vous avez une small cap qui explose, qui performe super bien, va sortir de l'indice. Donc, en gros, vous ratez les potentiels futures pépites et vous récupérez le fond du panier. Donc moi, c'est pour ça que je n'aime pas cet indice-là, parce que je considère qu'on a tout l'inverse de l'avantage de l'ETF, et au final, c'est un petit peu comme dans un championnat de foot, on a la Ligue 1 et la Ligue 2, on va dire le S&P 500, ça va être la Ligue 1, quand il y a les 3 relégables qui sont les plus mauvais de l'année, de la saison, ils vont passer en Ligue 2, et à l'inverse, les 3 meilleurs de la Ligue 2 vont passer en Ligue 1. C'est le même concept. Le S&P 500, c'est la Ligue 1, et le Russell 2000, c'est un petit peu la Ligue 2. Donc en gros, vous exposez un petit peu la Ligue 2, et surtout, quand vous avez des bonnes équipes, vous les perdez et vous récupérez les moins bonnes des équipes d'avant. Donc attention, je ne dis pas que l'investissement en small cap est une mauvaise chose. Pour le coup, c'est un des rares cas où le stock picking peut être pertinent en small cap, parce que pour le coup, si vous avez trouvé la future pépite, ce qui n'est pas simple, là vous allez du coup capter toute la performance. Donc là, vous pouvez avoir des rendements complètement fous, mais vous gardez la performance parce que ça va pas être, il va pas sortir de l'indice. Donc on va dire les small caps, c'est une des seules stratégies sur lesquelles je pense le stock picking est plus intéressant que sur un ETF. Même si moi, à titre perso, je vais pas vous mentir, je ne fais pas de stock picking en small cap, du moins pour le moment, mais je pense que c'est vraiment un sujet à creuser pour ceux qui souhaitent, on va dire, compléter leur stratégie passive d'ETF, parce que, plutôt que d'aller suivre des small caps sur des ETF, je pense que ça vaut le coup de creuser le stock picking. Alors attention, le risque n'est pas du tout le même, et beaucoup plus important, parce que forcément, la performance est potentiellement plus importante, ça veut dire que le risque aussi est beaucoup plus important. Ensuite, on voit qu'il a un ETF, donc EMU, donc ça veut dire Union Européenne, ESG. Alors, je me suis posé la question de voir est-ce que ça faisait pas un gros doublon avec l'Eurostoxx 600, et je me suis amusé à aller sur le site JustETF pour aller comparer ça. Et donc, on va comparer ça. Alors, on voit déjà qu'au niveau de la perf,
on va dire au niveau de la perte, donc il a été un peu plus performant sur l'année dernière. Sur les 5 dernières années, je crois que c'est à peu près kiff-kiff. Ouais, vous voyez, donc la performance est quand même assez similaire sur les 5 dernières années. Alors, vous voyez que j'ai mis ici donc le fameux ETF qu'il a, donc qui est celui de l'Union européenne ESG. Ici, c'est l'Eurostock 600 qu'il a. Et vu qu'il manquait pas mal d'infos sur celui-là, j'en ai rajouté un stock 600 qui est celui d'Amundi, qui n'est pas éligible au PEA, mais qui permet d'avoir les datas qui nous intéressent pour voir s'il n'y a pas de doublons et d'overlap. Donc là, je passe sur ça, je vais juste regarder sur la répartition géographique et sur le top 10 des boîtes. Donc on voit sur la partie EMU ESG, donc on a 30% en France, 24% en Allemagne, 14% aux Pays-Bas. Et sur le stock 600, on a 21% en Grande-Bretagne, 16% en France, 14% en Suisse, 12% en Allemagne. Ce qui fait que finalement, on est quand même exposé à d'autres pays avec le stock 600 qu'avec celui-là. Donc, je considère que l'overlap n'est pas si évident que ça. Et quand on regarde le top 10, on voit aussi que par exemple sur son ETF ESG Union Européenne, on va dire les 5 premières, ça va être ASML, SAP, LVMH, Schneider, Allianz. Et sur le stock 600, le top 5, ça va être Novo Nordisk, ASML, Nestlé, AstraZeneca, Novartis. Donc on voit que le top 5, même le top 10, pour ceux qui voient en vidéo, est très différent. On n'a pas les mêmes pondérations, et même sur les zones géographiques, on n'a pas les mêmes pondérations. Donc, je trouve que l'overlap n'est pas si évident que ça. C'est pas, on va dire que le doublon est beaucoup moins grave, entre guillemets, que quand vous prenez un ETF Monde et S&P 500, qui est le cas que je vois le plus régulièrement, ou qu'on prend même un ETF S&P 500 et un Nasdaq 100, où on a toujours le même top 10, où c'est juste le poids dans l'indice qui change. Là, pour le coup, on a quand même vraiment, en prenant ces deux ETF-là, je trouve qu'on n'a pas un doublon si évident que ça. On en a un, évidemment, mais pas aussi important que quand on prend un ETF Monde et un S&P 500. On voit ensuite qu'il a le dernier ETF qui est un ETF sur l'IMO, alors qui va suivre les foncières cotées en Europe. Alors là, pour le coup, je n'ai pas forcément d'avis dans le sens où c'est un ETF, je pense, de conviction, un ETF sectoriel, donc beaucoup plus risqué, parce que on est uniquement sur un secteur qui est l'immobilier, qui est en plus cyclique et qui dépend des taux d'intérêt. Donc, sur lequel, voilà, je ne veux pas forcément dire si c'est bien ou pas bien, c'est juste un risque supplémentaire qu'il prend. Enfin, c'est un ETF de conviction, donc l'avenir nous dira s'il a raison ou non, mais encore une fois, je trouve que on va dire l'idéologie et je trouve que la stratégie et la construction du portefeuille en tout cas est très pertinente et très bien faite parce que voilà, il n'y a pas de doublon, il s'est exposé vraiment à tout le marché mondial en prenant des ETF qui vraiment vont suivre un indice spécifique. Même sur l'Europe, il a été bien diversifié et voilà, il a pris de l'immobilier en plus. C'est un choix, pourquoi pas. Peut-être parce que du coup, il voulait compenser un peu son manque d'immobilier sur la partie bourse. Ça peut être aussi une stratégie, donc pourquoi pas. Ensuite, on va passer rapidement sur la stratégie sécurisée parce que il n'a pas grand-chose, il a que son fonds euro sur une assurance vie, j'imagine. Sur l'immobilier, alors du coup, il a, hors RP bien sûr, il a du coup pas mal de SCPI, on voit ici, il en a 5. Alors on voit qu'il en a 2 sur l'assurance vie Fortunéo, Primovie et Primopierre. Alors il me l'a dit sur un message après qu'il a un peu regretté et qu'il les a passés sur Linksea parce que du coup l'assurance vie Fortunéo reversait pas 100% des loyers, il s'en est rendu compte après. Et en plus de ça, pas de chance, Primovie et Primopierre sont 2 SCPI qui appartiennent à la société de gestion Primonial, qui a, je pense, été la société de gestion et les SCPI qui ont pris le plus cher sur les 2 dernières années. Primopierre a baissé, je crois, de 40% et Primovie a baissé de 8%. Alors, autant ces 2 SCPI qui sont décorrélés parce qu'elle est en bureau, enfin Primopierre est en bureau, Primovie est plutôt une SCPI de santé, mais ça c'est une première erreur que je vois, c'est déjà ne choisissez pas des SCPI avec la même société de gestion, parce que même si elles sont décorrélées entre elles, vous avez quand même le même gestionnaire derrière. Donc, si le gestionnaire est mauvais ou fait mal son travail, vous aurez un impact direct sur vos 2 SCPI, même si elles sont décorrélées entre elles. Donc je pense que c'était une première erreur d'avoir pris 2 SCPI du même gestionnaire. Après, le fait que Primopierre et les bureaux ont pris, ont été malmenés, ça c'est des choses qu'ils ne pouvaient pas forcément maîtriser. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Ensuite, sur les 4 autres qu'il a pris Épargne-Pierre, donc qui est une SCPI de bureau, qui est une des rares aujourd'hui qui tire son épingle du jeu. Immorand, qui est une SCPI diversifiée, très solide, une des plus anciennes que j'aime bien, même si, attention, en ce moment, elle est un peu en surcote. Son prix de reconstitution était un peu inférieur au prix de part, donc attention à suivre, à voir s'il ne va pas baisser le prix de part. Voilà, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vous alerter parce que voilà, son prix est un peu en surcote en ce moment. Il y a Pierreval Santé, qui est une SCPI de santé, qui est un peu la concurrente directe à Primovie, et Remake Live, qui est une néo-SCPI sans frais d'entrée et qui verse des rendements dingues, qui fait les plus de collègues ces dernières années. Et je pense qu'il a très bien compris parce qu'il a 50% du coup sur Remake Live, et en plus avec Linksea Spirit 2, c'est une assurance vie qui reverse 100% des loyers, qui
a le plus grand choix des SCPI sur assurance vie et qui permet du coup d'investir sur Remake Life. Donc on a un combo, je trouve, assez magique entre avoir une SCPI, une assurance vie qui envers 100% des loyers, sans frais d'entrée et avec un bon rendement, avec en plus la fiscalité de l'assurance vie. Donc je pense que c'est un très beau combo qu'il a choisi. Même si bien sûr ce n'est pas la seule façon de faire de la SCPI, j'imagine qu'il a fait ça parce qu'il est en TMI 30. Ne pas oublier quand même que sur assurance vie, tu as les frais de gestion, même s'ils sont assez faibles avec Linksea, mais sache que pour avoir du revenu passif immédiat avec les CPI, tu peux aller sur des CPI étrangères. Tu peux aussi faire de la nue propriété si tu as du capital, du cash à placer en une fois et si tu as de la vision sur quand tu pourras prendre ta retraite anticipée. Et on va terminer avec la partie exotique où il a de l'or, de la crypto, du crowdfunding IMO et du private equity. Alors, sur l'or et la crypto, j'ai dû le dire, je le redis, je suis pas ultra fan de l'or papier ou de la crypto papier. J'imagine qu'il a pris un ETF sur les futurs avec la crypto, sur le compte Trade Republic. C'est un peu au contraire à la philosophie crypto, qui est qu'on essaie de se décorréler des marchés financiers. Donc pour moi, investir en crypto, c'est plutôt avoir ces bitcoins ou ces cryptos sur une ledger, un portefeuille froid. Et l'or, pareil, je pense que l'intérêt de l'or, c'est d'être décorrélé, l'avoir en valeur refuge et plutôt de prendre de l'or physique. Certes, c'est la solution de facilité de l'avoir en or papier via son assurance vie avec des certificats or ou avec un ETF sur les cryptos. Oui, c'est la simplicité. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise chose si tu veux t'y exposer, mais je pense que c'est pas aligné avec la philosophie que peut avoir la crypto ou l'or. Ensuite, il a du crowdfunding IMO sur son PEA-PME et pareil en private equity. Donc ça, pareil, ça c'est des choses que je n'ai pas encore trop creusé. J'avais fait le travail à un moment de vérifier qu'est-ce qui était le plus rentable entre le faire en direct avec la flat tax et de le faire en PEA-PME avec les frais associés. Dites-moi si ça t'intéresse que je fasse un épisode sur le sujet parce que ça fait partie des sujets qu'il faut que je creuse et qu'il faut que je vois. Je sais que sur le PEA-PME, tu as des frais assez élevés, ce qui m'avait un peu rebuté à l'époque, mais sur le long terme, ça peut être plus intéressant parce que c'est capitalisant. Donc, dites-moi si ça t'intéresse que je fasse un épisode sur le sujet et je prendrai le temps de vraiment analyser les deux stratégies pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant entre le PEA-PME pour le crowdfunding et le faire en direct, en tenant bien sûr compte de la fiscalité. Donc voilà, grossièrement, pour l'analyse du patrimoine global, on va maintenant voir son objectif concret. Est-ce qu'il peut l'atteindre? Alors, il a dit qu'il voulait 1 million de patrimoine d'ici 10 ans et qu'il voulait, du coup, il visait après 600 000 euros, enfin 400 000 avec sa maison et 600 000 de capital pour pouvoir se verser 2 000 euros de revenus passifs. On va voir concrètement si c'est faisable. On va faire déjà une simulation d'intérêt composé. Je pars du principe qu'il a 135 000 aujourd'hui, enfin ce qu'il m'a écrit en tout cas, qu'il a une capacité d'épargne de 3 700 euros mensuels, donc ce qui fait quand même une belle capacité d'épargne. Un rendement visé, alors j'ai mis 6%, j'ai été très conservateur parce qu'on voit qu'il a quand même 80% en bourse, donc on pourrait viser facile 8 à 10%, si bien sûr la performance des marchés sur les 10 prochaines années reste celle qu'elle a été dans les 100 dernières années. Mais j'étais un peu plus conservateur parce qu'on a quand même été sur des périodes assez euphorique ces dernières années, en plus du principe qu'il a un peu de SCPI et pour peu qu'il souhaite rééquilibrer son portefeuille et donc du coup diminuer un peu le rendement, je suis parti sur 6%. Si on part sur 10 ans, eh bien, ça lui ferait un capital total de 826 000 euros, donc il atteindrait très largement les 600 000 euros qu'il vise dans l'exemple, et si bien sûr il a cette capacité d'épargne, et si on a le rendement qu'il vise. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, monsieur Jean-Michel DCA, oui, tu peux largement être libre financièrement, si bien sûr le rendement que j'ai mis est respecté, et si bien sûr tu as cette capacité d'épargne mensuelle. Et je pense que voilà, c'est largement faisable parce que cette capacité d'épargne te permettra d'aller beaucoup plus vite. Après, est-ce qu'il peut vraiment se verser 2 000 euros? Oui, monsieur, parce que là j'ai fait un test en supposant que tu souhaites 3 000 euros de revenus mensuels avec un rendement visé de 5%. Alors, je précise que c'est différent des 6% qui est de la perf. Là, on parle de rendement, on ne parle pas du tout de toucher au capital. On parle uniquement, par exemple, d'avoir 5% de rendement en dividende et on part, par exemple, de l'exemple de si tu as 5% de rendement en SCPI. Ce qui est, je pense, plutôt conservateur aussi. Alors, généralement, moi, ce que j'avais expliqué sur la vidéo sur comment générer les 1 000 euros de revenus passifs, je visais 6% brut de revenus avec les CPI et plutôt 4% avec les actions à dividendes. Donc 5% me paraît pas déconnant. Et si on compte voilà, la flat tax, on va dire 30% d'impôts, bah, tu auras tes 2 000 euros dans ce cas-là, parce que tu auras 3 000 euros bruts et tu auras tes 2 000 euros net. Et pour ça, du coup, il te faut 720 000 euros de capital net pour pouvoir te générer ces 3 000 euros de revenus passifs. Et on a vu que dans notre exemple, là, avec ton capital de départ et ton investissement mensuel, on arrive largement à ces 720 000 euros. On a même de la marge, sans bien sûr en plus compter l'impôt que tu peux largement optimiser. Tu n'es pas obligé d'avoir la flat tax, notamment si tu vis plus que tes revenus, tu peux largement l'optimiser, notamment avec ton PEA, notamment en étant imposé au barème, enfin bref, avec tout un tas d'astuces.
Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, l'analyse de patrimoine t'a plu. N'oublie pas de postuler toi aussi aux analyses de patrimoine. Si tu veux que je passe au peigne fin ton patrimoine et ta stratégie et tes objectifs, je ferai le même travail. Voilà, j'analyse tout ça, je sélectionne ceux qui me paraissent le plus pertinents et ce qui parle le plus à l'audience. Si tu veux télécharger mon outil de suivi patrimonial, c'est aussi dans le lien en description, c'est complètement gratuit. Et puis moi je te dis à très bientôt pour un prochain épisode et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!